Pendant l'hiver 1943, les fjords du nord de la Norvège hébergèrent la dernière flotte de guerre d'Adolf Hitler. L'un des bâtiments était le cuirassé Scharnhorst. Il portait le nom d'un des plus grands héros militaires allemands et était une source d'irritation pour la Royal Navy depuis 1939. Tant qu'il demeura en activité, le Scharnhorst constitua une menace pour les convois arctiques britanniques qui assuraient l'approvisionnement allié de l'Union soviétique en difficulté. Le jour de Noël 1943, le Scharnhorst prit la mer pour la dernière fois. Le rôle des convois arctiques était de l'attirer dans un piège tendu par la Royal Navy. Son haut commandement avait été averti de la sortie du Scharnhorst par le centre de décryptage britannique ultra secret de Bletchley Park. En prenant la mer, le destin du Scharnhorst était scellé. La vie du Scharnhorst avait commencé quand sa quille avait été mise à l'eau le 15 juin 1934. Mais l'histoire navale dans laquelle il joua un rôle clé avait commencé environ 70 ans plus tôt, quand les dirigeants prussiens commencèrent à créer un empire allemand. Dans un conflit avec le Danemark, les Prussiens avaient rapidement constaté leur infériorité navale et avaient commencé à renforcer leur flotte. L'architecte de la puissance allemande était le prince Otto von Bismarck, dont la politique était faite de sang et de fer. Bismarck permit à l'Allemagne de devenir la puissance militaire et stratégique dominante en Europe centrale. Un nouveau Kaiser, Wilhelm II, obligea Bismarck à démissionner en 1890. Mais sa politique d'expansion militaire se poursuivit. À côté de sa magnifique armée, le Kaiser, qui avait l'ambition de concurrencer la Grande-Bretagne comme grande puissance, portait un intérêt particulier à la marine allemande. Sous le commandement de l'amiral Alfred von Tirpitz, on investit dans la création d'une flotte importante. Une flotte capable de rivaliser avec l'Angleterre en mer du Nord. Les programmes de construction navale allemands commencèrent à inquiéter Londres. En 1888, un comité de l'amirauté avait déclaré que la Royal Navy devait être au moins aussi puissante que les forces navales de deux autres pays. L'expansion navale allemande mettait en péril la norme des deux puissances, sur laquelle reposait la suprématie britannique et ses liaisons avec son vaste empire. La course navale était lancée. Au tournant du siècle, la guerre des Boers en Afrique du Sud souligna l'importance de liaisons maritimes pour la puissance impériale britannique. Les fabricants d'armes allemands avaient abondamment équipé les Boers, ce qui fut une nouvelle source de tension entre les Anglais et le Kaiser. Le Kaiser, avec sa puissance militaire grandissante, semblait aller droit à l'affrontement avec ses cousins britanniques. Dans les premières années du nouveau siècle, il y avait toujours une grande suprématie de la puissance navale de la Grande-Bretagne sur celle de l'Allemagne. Les dépenses navales britanniques s'élevaient à 27 millions de livres, contre 7 millions pour les Allemands. La Royal Navy déployait environ 70 cuirassés contre 24, mais son avance devait bientôt être menacée. Une révolution dans la conception des vaisseaux de guerre était sur le point de rattraper les marines des deux pays. Presque instantanément, tous les bateaux de guerre du monde entier allaient devenir désuets. L'auteur de cette révolution était le premier lord de l'amirauté britannique, l'amiral Sir John Fisher, universellement connu sous le surnom de Jackie. Sous l'influence de Fisher, la Royal Navy introduisit la classe des Dreadnought, surarmés avec 10 canons de 12 pouces, alors que leurs prédécesseurs n'en comportaient que 4. Entre 1906 et 1909, 9 cuirassés britanniques de type Dreadnought avaient été lancés. En 1910,
Le calibre des canons passait de 12 à 13 pouces et demi. Un nouveau type de bâtiment, un cuirassé rapide et légèrement blindé, était également développé. 3 d'entre eux, équipés de canons de 12 pouces, furent construits en 1906 et leurs calibres furent ensuite portés à 13 pouces et demi. En 1912, Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, insista pour que le calibre des canons de tous les futurs vaisseaux de guerre de la Royal Navy soit porté à 15 pouces. Cela fut fait avec le développement du nec plus ultra de la classe Dreadnought, le HMS Queen Elizabeth. Chacun de ces 8 canons de 15 pouces pouvait tirer des obus de 950 kg à 30 km, soit une bordée de près de 8 tonnes. En 1914, la Grande-Bretagne avait 5 de ces super dreadnoughts en construction, 21 autres dreadnoughts, 41 cuirassés plus anciens et 9 croiseurs. La devise de Fisher était « Construire d'abord et construire vite, chaque fois mieux que précédemment ». Les 4 premiers dreadnoughts allemands furent construits en 1907. En 1914, la flotte de haute mer de la marine impériale possédait au total 35 cuirassés, incluant 13 dreadnoughts et 4 croiseurs. Mais le concept original du dreadnought commençait à être connu. Dès 1908, le journal britannique naval Brassey avait remarqué que les croiseurs devenaient plus grands. Il fallait s'attendre à ce qu'ils affrontent rapidement les cuirassés. L'irruption de la Première Guerre mondiale en août 1914 allait mettre le concept du dreadnought à l'épreuve. Cet été-là, des millions d'hommes se mirent en mouvement, partant confiants à la guerre accompagnés de leur mascotte. Sur mer, l'espoir d'une action décisive de la flotte se révéla illusoire. Les U-boats allemands se révélèrent plus dangereux pour les Anglais que les unités lourdes de la flotte de surface ennemie. Quand l'affrontement survint entre les deux flottes de guerre, dans le Jutland en 1916, leurs vaisseaux naviguaient en ligne de front, tirant des bordées et cherchant le sens du vent pour lui permettre de chasser les fumées des canons comme s'ils étaient à Trafalgar. Au Jutland, la flotte de haute mer allemande revendiqua une victoire tactique. Mais la flotte britannique conserva le contrôle des mers. La bataille avait souligné la vulnérabilité des croiseurs peu blindés au feu, plongeant des cuirassés, une leçon de la Première Guerre mondiale qui ne fut pas retenue quand il fallut concevoir les navires pour combattre dans la Deuxième. La défaite de l'Allemagne sur le front occidental scella le destin de la flotte de haute mer. Elle fut immobilisée à Scapa Flow, dans les Orkneys, où elle se saborda plus tard sur l'ordre de ses commandants. Après la guerre, l'Allemagne ne put conserver que 2 vieux cuirassés d'avant les dreadnoughts et quelques navires plus petits. Le traité de Versailles limitait la marine allemande à des bâtiments de 10 000 tonnes et à un armement maximal d'un calibre de 11 pouces. En 1922, avec le traité naval de Washington, tous les cuirassés en construction durent être démantelés, à l'exception de ceux des classes du japonais Muchu et du Maryland américain. On permit à la Royal Navy de construire 2 cuirassés, le Nelson et le Rodney. Ensuite, plus aucun ne pouvait être construit pendant 10 ans. Le remplacement des navires de guerre de plus de 20 ans serait permis ensuite, mais avec une limitation à 35 000 tonnes pour tous. Bien que l'interdiction de construction de cuirassés fut ensuite prolongée pour 5 ans, les marines françaises et italiennes lancèrent de nouveaux navires de guerre.
Malgré la menace croissante posée par la puissance de l'aviation, le règne du cuirassé ne semblait pas terminé. La Royal Navy continuait à protéger ses routes commerciales essentielles grâce à une puissante flotte de croiseurs. Il faudrait tenir compte des croiseurs anglais dans toute guerre future et aussi de tous les navires de guerre qui leur seraient opposés, comme le Panzerschiff, développé par la marine allemande, un cuirassé de poche construit aux normes fixées par le traité de Versailles. Le premier mis en service en 1933 fut le Deutschland, suivi par l'amiral Scheer et le Graf Spee. Tous trois étaient plus lourds que les limites du traité et armés de 6 canons de 11 pouces, ce qui était plus qu'assez pour affronter un croiseur ennemi. À cette époque, le seul bateau allemand portant le nom de Scharnhorst était un paquebot de croisière. Après l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, il fut utilisé pour les vacances des ouvriers et des militaires allemands dans le cadre du programme du parti nazi, la force dans la joie. Mais en octobre 1936, un autre Scharnhorst descendait sa rampe de lancement avec des intentions bien plus dangereuses. Comme son homologue, le Gneisenau, le Scharnhorst était un croiseur d'un tonnage bien supérieur à 30 000 tonnes. Comparé au cuirassé de poche, le Scharnhorst comportait une troisième tourelle principale. Il semblait moderne, mais la forme originale de sa proue trahissait son origine ancienne. On pouvait retrouver sa trace dans les plans allemands d'un croiseur non construit de l'époque du Jutland, le Mackensen. Il devait être équipé de 6 canons de 15 pouces, mais ceux-ci ne purent être prêts à temps. Avec ses 9 canons de 11 pouces, il devrait toujours éviter les cuirassés de la Royal Navy. Le commandant en chef de la marine allemande, l'amiral Erich Raeder, constatait que s'ils étaient attaqués, les nouveaux bateaux du Führer pourraient au moins mourir avec dignité. La construction navale allemande continua. En février 1939, le cuirassé Bismarck était lancé, suivi de 2 mois plus tard par son homologue, le Tirpitz. 6 mois après, l'Allemagne était en guerre. Le premier officier commandant le Scharnhorst fut le capitaine Kurt Cäsar Hoffmann. Ces hommes et lui-même n'allaient pas tarder à entrer en action. Lors de sa première croisière atlantique, en novembre 1939, le Scharnhorst était accompagné par son homologue, le Gneisenau. Entre les îles Féroé et l'Islande, les 2 croiseurs interceptèrent le croiseur armé marchand Rawalpindi. C'était un combat inégal. Le Rawalpindi n'avait que 8 canons de 6 pouces. Mais le commandant du Rawalpindi, le capitaine Kennedy, décida de les affronter. Il ouvrit le feu à 10 km. Les 2 navires allemands réduisirent rapidement le Rawalpindi à l'état d'épave en flammes. Kennedy et la plupart de ses officiers furent tués quand un obus de 11 pouces toucha le pont. Tandis que les Allemands repêchaient les survivants, le croiseur britannique Newcastle apparut, prévenu par un message radio lancé par Kennedy avant sa mort. Plutôt que de risquer un combat de nuit contre les bâtiments encore invisibles de la Home Fleet, les Allemands se retirèrent. En avril 1940, le Scharnhorst retrouva l'action avec la campagne de Norvège. Dirigé par l'amiral Raeder, l'invasion de la Norvège était un pari naval audacieux qui impliqua presque toute la flotte allemande de surface. L'attaque sur 5 fronts fut lancée le 7 avril. Oslo, la capitale norvégienne, fut rapidement atteinte. Les forces terrestres allemandes s'engouffrèrent au nord et à l'ouest. Au-dessus d'elles, la Luftwaffe avait la maîtrise du ciel. Les troupes anglaises et françaises qui avaient été débarquées pour soutenir l'armée norvégienne furent finalement forcées de se retirer en étant harcelées sans cesse par les bombardiers en piqué de la Luftwaffe. Les Allemands essayaient de couper l'évacuation navale alliée. Le Scharnhorst et le Gneisenau attendaient en embuscade un convoi de troupes alliées.
Ce fut le porte-avions britannique Glorious qui se présenta. Son commandant crut par erreur qu'il n'y avait aucun danger pour le Glorious, et il n'envoya aucune patrouille de reconnaissance. Mais il ignorait que l'Amirauté avait reçu un avertissement de l'école gouvernementale de décryptage de Bletchley Park, qui abritait le service de décodage et d'interception Ultra. Ultra était le nom de code britannique top secret pour les messages de l'armée allemande codés sur les machines Enigma. La machine Enigma ressemblait à une machine à écrire, mais avec une différence. La pression d'une touche actionnait un système interne de rotor qui, selon les réglages, pouvait donner à chaque frappe une lettre alternative qui ne pouvait logiquement pas se répéter avant que 150 millions de milliards d'autres lettres aient été frappées. Les Allemands croyaient Enigma invulnérable. Mais à Bletchley Park, des déchiffreurs britanniques en découvraient les secrets. Mais au printemps de 1940, les décrypteurs, dans des cabanes en bois construites pour abriter l'expansion de Bletchley Park, en étaient toujours à chercher leur chemin dans le labyrinthe d'Enigma. Cependant, au début juin, l'analyse du trafic des messages en morse d'Enigma, interceptés, indiquait que de grandes unités navales allemandes quittaient la Baltique. L'information fut transmise à l'Amirauté, mais ignorée. Le Glorious et ses escorteurs étaient des proies faciles pour les canons de 11 pouces du Scharnhorst et du Gneisenau. Désespérément, les destroyers essayèrent de dissimuler le porte-avions derrière un rideau de fumée. Mais les cuirassés de poche possédaient assez de portée et de puissance. Les canons de 11 pouces firent le reste. Pendant l'engagement, une torpille d'un des destroyers frappa le Scharnhorst. Ce ne fut qu'en fin décembre 1940 qu'il put quitter Kiel avec le Gneisenau pour s'attaquer à la marine marchande britannique, tâche pour laquelle ils avaient été construits. Leur première opération fut interrompue car les cuirassés de poche furent pris dans une grosse tempête et reçurent l'ordre de rentrer au port. Trois semaines plus tard, sous le commandement en chef de l'amiral Gunther Lutyens, le Scharnhorst et le Gneisenau réussirent leur percée dans l'Atlantique Nord. Ils se déroutèrent du premier convoi qu'ils aperçurent, car ils étaient protégés par le cuirassé Ramillies de la Royal Navy. 2 semaines plus tard, à 500 milles au large des côtes de Terre-Neuve, le Scharnhorst et le Gneisenau firent couler 5 bateaux d'un convoi dispersé pendant son retour. Cette poursuite de navires marchands sans défense peut sembler brutale, impitoyable même. Mais les commandants des croiseurs prenaient soin de respecter le code établi depuis longtemps, qui gouvernait les opérations contre les navires marchands désarmés et sans escorte. Les marins de la marine marchande capturés étaient assez bien traités et transférés sur les navires de ravitaillement. Pour les survivants, l'expérience était assez traumatisante et risquait de se répéter moins agréablement avec un U-boat lors d'un prochain voyage. Au début mars, le Scharnhorst et le Gneisenau avaient navigué vers le sud et les eaux plus chaudes de la côte de l'Afrique occidentale, avec la perspective de proies plus faciles. Les cuirassés de poche menaçaient maintenant l'itinéraire des convois entre Freetown en Sierra Leone et le Royaume-Uni. Mais leur séjour dans des eaux plus chaudes fut raccourci. Le Scharnhorst et le Gneisenau avaient aperçu un autre cuirassé d'escorte. C'était cette fois le HMS Malaya. Lutyens appela les U-boats pour harceler les convois avant de rentrer à Brest à toute vitesse. Pendant son incursion dans l'Atlantique, le Scharnhorst n'avait coulé que 8 navires marchands.
En avril 1941, les U-boats de l'amiral Dönitz avaient coulé 750 000 tonnes de cargaison sans aucune aide des deux croiseurs. Moins d'un mois plus tard, le cuirassé Bismarck, imprudemment sorti contre les navires de commerce, fut détruit par la Royal Navy. Le Bismarck avait d'abord été mis hors d'usage par une attaque aérienne de bombardiers torpilleurs Swordfish lancés depuis le porte-avions Ferret. Il avait ensuite été pilonné jusqu'à la destruction par les unités lourdes de la Home Fleet de la Royal Navy. Seuls 110 hommes du Bismarck furent sauvés sur les 2000 que comptait ce solide équipage. Le sort de la bataille de l'Atlantique était aux mains des U-boats, chacun d'entre eux ayant été construit pour une fraction du coût d'un cuirassé ou d'un croiseur. À quoi servait un bateau comme le Scharnhorst s'il devait abandonner sa proie à la moindre apparition d'un cuirassé britannique? Le Scharnhorst et le Gneisenau étaient à présent bloqués à Brest, où ils subissaient de lourdes attaques des bombardiers de la RAF. Les chasseurs s'étaient transformés en gibier. Mais pour ces bombardiers expérimentés, il fut impossible de porter le coup fatal à ces deux grandes cibles immobiles. En juillet, le Scharnhorst fut déplacé à la Pallice, où il fut frappé par 5 bombes. Il retourna à Brest, où il dut rester sous des filets de camouflage pendant les 6 mois suivants. En juin 1941, Hitler avait envoyé ses armées à l'Est contre l'Union soviétique. Au cours de l'été et de l'automne, ces armées de Panzer s'enfoncèrent profondément au cœur de la Russie européenne. Comme le Blitzkrieg allemand menaçait d'emporter l'armée rouge, les Anglais, et plus tard leurs alliés américains, s'efforcèrent de compenser les énormes pertes d'équipement subies par les Russes. Cela signifiait envoyer des convois en contournant le Cap Nord vers Mourmansk et Arkhangel, en passant par certaines des mers aux conditions météorologiques les pires du monde. Il y avait peu d'environnement aussi impitoyable que celui dans lequel la guerre des convois arctiques se déroula. Au début de 1942, les attaques des U-boats et des avions de patrouille maritime commencèrent à infliger de lourdes pertes aux convois arctiques. Comme les pertes augmentaient, l'attention de la Kriegsmarine se tourna vers le nord-est. Le bâtiment frère du Bismarck, le Tirpitz, fut déplacé en Norvège. La Kriegsmarine tenait beaucoup à faire sortir de Brest le Scharnhorst, le Gneisenau et le croiseur Prinz Eugen pour qu'ils puissent le rejoindre. Un nouvel amiral, Otto Ciliax, fut nommé commandant de cette force. Dans son quartier général, à l'est de la Prusse, Hitler expliqua personnellement à Ciliax comment ramener les bateaux en Allemagne. Le sort du Bismarck signifiait que la route de l'Atlantique était abandonnée au profit d'un parcours périlleux dans la Manche. Les messages interceptés par Bletchley Park indiquaient que des S-boats et des destroyers avaient été déplacés à Brest pour escorter le Scharnhorst et le Gneisenau et que leurs équipages étaient en état d'alerte maximale. La reconnaissance aérienne confirma une grande activité navale et aérienne. Les ondes hertziennes livraient quelques indices. Mais les Britanniques pourraient-ils compléter le puzzle? Pendant ce temps, les Allemands parasitaient les radars britanniques côtiers dans une opération d'une grande subtilité. Pendant un moment, les fréquences de brouillage furent augmentées d'une manière si infime que les opérateurs radars britanniques ne s'aperçurent pas de cette interférence croissante. Ce qui devait devenir célèbre sous le nom de course folle de la Manche avait été prévu par la Royal Navy. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que cette opération se déroulerait 2 jours. Une expédition dans les eaux étroites de la Manche que les Britanniques considéraient comme pratiquement suicidaire. Le vice-amiral Ciliax avait hissé son drapeau sur le Scharnhorst le 5 février 1942.
3 jours plus tôt, l'amirauté britannique et le commandement des bombardiers avaient convenu d'un plan, nom de code Fuller, pour lancer une attaque coordonnée sur la force allemande si elle s'engageait dans la Manche. Les bombardiers étaient en état d'alerte, attendant l'ordre de décoller pour attaquer le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prinz Eugen et leur escorte. Mais le 10 février, sans en informer l'amirauté, le commandement des bombardiers enleva plus de la moitié de ses forces et plaça le reste, sans bombardiers, à disposition dans un délai de 4 heures. La force allemande avait quitté Brest la nuit du 11 février. Le nom de code de l'opération était Cerberus, Cerbère. C'était une des prises de risque les plus calculées de la guerre. Une série de pannes chez les patrouilleurs de l'aviation britannique, qui devaient surveiller la sortie des vaisseaux de guerre de Brest, les empêcha de repérer les navires allemands à leur départ. Et à 2 heures du matin, ils étaient bien engagés dans la Manche. À l'aube, la flotte était devant Cherbourg, et étonnamment, ce n'est qu'à 10h15 que la recrudescence de la présence aérienne au-dessus des navires put être perçue par les radars britanniques. L'opération Cerberus fut favorisée par les nuages bas qui la dissimulaient aux yeux des Britanniques, alors qu'elle approchait du détroit de Douvres, le passage le plus dangereux du parcours. Alertés par un contact radar, les Britanniques envoyèrent 2 Spitfire dans la purée de poids. Ils découvrirent la flotte allemande. Mais les aviateurs anglais avaient reçu l'ordre de garder le silence absolu. Ils ne purent faire rapport qu'après l'atterrissage. Les Britanniques savaient au moins que la flotte allemande, cachée sous les nuages et voguant à près de 30 nœuds, s'approchait de Douvres. Persuadés que les Allemands passeraient la Manche de nuit, les Anglais avaient été pris de court. Leurs forces navales étaient dispersées, leur aviation était bloquée au sol ou trop éloignée pour attaquer la flotte allemande. Le Premier ministre Churchill venait d'être informé de la percée allemande. Il réagit en demandant que les navires soient coulés à tout prix. Mais le retard des Anglais, ajouté à la pénurie d'armement disponible, rendirent les représailles impossibles. Les radars britanniques diffusaient à présent les positions allemandes à des intervalles de 10 minutes, et les batteries de canons du rivage ouvraient le feu sans résultat. Ce n'est que vers midi que 5 torpilleurs quittèrent Douvres. Ils parvinrent à proximité du Scharnhorst et du Gneisenau, mais furent incapables de franchir le rideau d'U-boat tendu autour des unités lourdes. Vers 12h45, les bateaux allemands avaient franchi le détroit de Douvres. L'attaque allemande suivante fut lancée par 6 biplans Swordfish, décollant de Manston, et commandée par le capitaine de corvette Eugen Esmond, qui avait dirigé l'attaque sur le Bismarck. Le Swordfish, affectueusement surnommé le filet à provisions, était très maniable, mais sa faible vitesse le rendait vulnérable dans les opérations de jour. On avait fourni à l'escadrille d'Esmond une escorte de chasseurs, mais ils étaient de peu d'utilité pour le lourd Swordfish volant bas et lentement dans une grêle de feu pour lancer leurs torpilles. Les chasseurs allemands manœuvraient au-dessus, attendant de se jeter sur leurs victimes. Les 6 Swordfish furent abattus. Aucun d'eux ne réussit à toucher les vaisseaux de guerre allemands. On attribua au capitaine de corvette Esmond une Victoria Cross posthume. Davantage de bombardiers furent lancés dans une vaine tentative d'arrêter la progression allemande. Et 6 unités de la 21e flottille de destroyers reçurent l'ordre d'intercepter l'ennemi. Les destroyers furent soumis au tir du Gneisenau et du Prinz Eugen en fin d'après-midi. La course folle était presque arrivée à son terme, mais les croiseurs étaient endommagés. Avant d'atteindre Wilhelmshaven et Brunsbüttel,
le Scharnhorst et le Gneisenau avaient tous deux heurté des mines. Pendant une demi-heure d'anxiété, le Scharnhorst avait été considéré comme perdu, mais aucun bombardier ne l'avait trouvé. L'opération Cerberus était arrivée à son terme. L'amiral Ciliax télégraphia au groupe Ouest de la Navy « Il est de mon devoir de vous informer que l'opération Cerberus a parfaitement réussi ». La Kriegsmarine avait remporté une brillante victoire tactique. Son déroulement avait humilié la Royal Navy et le commandement des bombardiers. Mais la joie des marins dissimulait le fait que l'opération Cerberus représentait une régression stratégique dont la Kriegsmarine ne se relèverait jamais. L'amiral Raeder devait remettre une des plus hautes récompenses allemandes, la Croix de Chevalier, à Ciliax et Hoffmann. Hoffmann fut aussi promu au grade de vice-amiral. Mais en rapatriant ses forces de surface en Allemagne, la Kriegsmarine avait supprimé la menace qu'il constituait sur le rivage atlantique nord de la France. Bletchley Park avait rapidement reçu une première information sur les dégâts des mines infligées au Scharnhorst et au Gneisenau. Les bombardiers de la RAF étaient déterminés à se venger. Le 27 février, le Gneisenau fut gravement endommagé par une lourde attaque aérienne sur Kiel, où il était amarré à un dock flottant. Il ne revit jamais la mer et finit ses jours en Pologne. En attendant, le Prinz Eugen avait pris la direction de la Norvège. Ses mouvements furent précisément suivis par Bletchley Park, ce qui permit à un sous-marin Trident de détruire sa poupe. La Kriegsmarine fut forcée de réévaluer le rôle de sa flotte de surface. Le Scharnhorst et le Gneisenau étaient tous deux hors d'usage, et ce dernier pour toute la durée de la guerre. Le cuirassé Tirpitz avait atteint les eaux du nord de la Norvège et le port de Narvik. Mais les cuirassés de poche amiral Scheer et Lützow, l'ancien Deutschland, n'étaient pas assez rapides pour être utilisés comme escorteurs. Le croiseur lourd amiral Hipper pouvait suivre le rythme du Tirpitz, mais son équipage n'était pas entraîné pour la bataille. Ces problèmes furent amplifiés par un manque aigu de carburant. La flotte de surface était comme une épée émoussée. On laissa l'amiral Dönitz et ses U-boats subir tout le poids de la guerre navale dans l'Arctique. Les U-boats remportèrent leur plus grand succès dans la guerre arctique en juillet 1942, quand ils malmenèrent le malheureux convoi PQ-17 en partance vers Mourmansk. Le plan original de l'opération avait prévu une combinaison de U-boats, de navires de surface et d'aviation. Le Tirpitz et le Hipper devaient quitter l'escorte pour permettre aux Scheer et aux Lützow d'intervenir pour l'attaque. Les unités de surface prirent la mer le 1er juillet, mais le lendemain, Hitler leur ordonna de rebrousser chemin vers le fjord de Halten. Il craignait que des porte-avions escortent le convoi. Une fois de plus, les déchiffreurs de Bletchley Park surveillaient le cours des événements. Mais le premier lord de la marine, l'amiral Sir Dudley Pond, était convaincu que les unités allemandes lourdes seraient toujours en mer. Le 4 juillet, il ordonna au convoi de se disperser, 24 heures avant que le bâtiment de guerre ressorte du fjord de Halten pour attaquer le convoi le 6. Mais comme le convoi s'était déjà dispersé, ce furent les U-boats et les avions qui assurèrent le travail. Des 34 bateaux du PQ-17, seuls 11 s'en sortirent. Le convoi suivant, le PQ-18, fut mieux escorté et seuls 8 bâtiments furent coulés. Il n'y eut plus de convoi cet été-là, car les Alliés préparaient l'opération Torche, l'invasion de l'Afrique du Nord. Les convois reprirent en décembre. Les U-boats de l'Arctique étaient retournés dans l'Atlantique. Il ne restait que les unités principales de surface pour s'opposer dans une offensive de plus en plus incertaine au convoi vers la Russie. Après une autre attaque avortée, Hitler décida de supprimer les grandes unités de surface. L'amiral Raeder fut remplacé par l'amiral Dönitz, dont les U-boats dévastaient les convois alliés de l'Atlantique. Dönitz persuada Hitler de ne pas prendre une mesure aussi drastique.
les unités lourdes furent sauvées de la casse et le nouveau chef de la marine commença à organiser ses faibles atouts. En mars 1943, le Scharnhorst prit la mer pour le fjord de Halten en Norvège pour y rejoindre le Tirpitz et le Lützow. Mais il n'y avait plus de convois à attaquer depuis que l'attention de la marine alliée s'était tournée vers la Méditerranée. Leurs opérations se limitèrent au bombardement d'installations côtières au Spitzberg. Ce fut la seule opération active de la guerre du puissant Tirpitz. Le 23 septembre, les sous-marins de poche britanniques X-Craft endommagèrent gravement le cuirassé au cours d'un raid audacieux sur le fjord de Halten. Le géant blessé demeura immobilisé jusqu'en mars 1944. Le Scharnhorst se retrouvait seul. Dans son nouvel ancrage du fjord de Lange, la vie routinière de l'équipage n'était troublée que par quelques divertissements sans prétention. Les informations émises par les haut-parleurs du bateau omettaient de mentionner les défaites allemandes. Des projections de films interrompaient la monotonie du quotidien. Et le poisson était l'aliment de base de presque tous les repas. Mais le moral restait au beau fixe. Quand les convois arctiques reprirent, les Britanniques leur fournirent une escorte de cuirassés. Le plus fréquemment, il s'agissait du Duke of York, lancé en 1940, et armé de 10 canons de 14 pouces. Le commandant de la Home Fleet de la Royal Navy était l'amiral Sir Bruce Fraser. Il était convaincu que le convoi JW-55B, qui quitterait le Loch-Ewie le 20 décembre 1943, constituerait un appât qui ferait sortir le Scharnhorst en haute mer. Le 21 décembre, les interceptions de l'Enigma indiquèrent que le groupe de bataille du Scharnhorst était à 6 heures du départ. Fraser, à bord du Duke of York, naviguait un peu en retrait du convoi. Il projetait de détruire le Scharnhorst au cours d'une attaque de nuit. Le vice-amiral Erich Bay était prêt à naviguer sur le Scharnhorst. C'était un homme des destroyers peu à l'aise dans son nouveau commandement. La dernière grande unité utilisable de l'Allemagne avait aussi un nouveau capitaine, Fritz Inse. La veille de Noël, Fraser constata que le convoi était trop éloigné du Duke of York. Il brisa le silence radio pour informer ses capitaines qu'ils devaient faire machine arrière pendant 3 heures pour rejoindre leur escorte. Les Allemands entendirent le message, mais sans le déchiffrer. S'ils avaient su que les forces de couverture avaient perdu le contact avec le convoi, ils auraient pu l'attaquer en toute impunité. La réaction ennemie fut suivie par Bletchley Park, où les messages décodés indiquaient que les services secrets de la marine allemande soupçonnaient simplement qu'une lourde escorte britannique accompagnait le convoi. Alors, le 26 décembre, agissant sur information de Bletchley Park, l'amirauté avertit que le Scharnhorst avait pris la mer. Le piège de Fraser était sur le point de se refermer. Pour les équipages du Scharnhorst et de ses escorteurs, le réveillon de Noël 1943 fut écourté. Le groupe de bataille allemand prit la mer en début de soirée le jour de Noël, avec ordre d'attaquer et détruire le convoi JW-55B. Ce convoi, parti de Kola, juste au sud de Mourmansk, comprenait 19 navires marchands escortés par une force de 10 destroyers, était l'appât du piège. La force de couverture de l'amiral Fraser, composée du cuirassé Duke of York, du croiseur Jamaica et de 4 destroyers, s'était rapprochée au sud-ouest. La force 1, qui avait escorté le convoi JW-55A à Mourmansk, commandé par le vice-amiral Burnett et composé des croiseurs Norfolk, Belfast et Sheffield, s'approchait à l'est. Le Scharnhorst et son escorte de destroyers forçaient l'allure en venant du sud. Le matin du 26, une patrouille de la Luftwaffe repéra la force de couverture de Fraser. Elle informa l'avant-poste allemand des îles Lofoten, au large de la côte norvégienne, qu'ils avaient vu 5 vaisseaux de guerre, dont un apparemment grand. Cette information avait pu être confirmée par le service d'interception radio allemand, le B-Dienst, qui avait simultanément écouté les messages entre Fraser et Burnett.
Mais le commandant de Lofoten expédia au haut commandement de la Kriegsmarine un message modifié qui ne mentionnait pas le grand bateau aperçu par la patrouille aérienne. Le haut commandement déduisit qu'il s'agissait de l'escorte de destroyers du Scharnhorst, isolé et sur le chemin du retour. Le commandant du Scharnhorst, qui n'avait pas reçu le message avant la fin de l'après-midi du 26, aurait pu constater que c'était une erreur. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Le Scharnhorst avait dépassé son point de non-retour. À l'aube du lendemain de Noël, l'amiral B força l'allure dans les eaux houleuses et les tempêtes de neige à la recherche du convoi JW-55B. Vers 7h30 du matin, il détacha ses destroyers d'escorte vers le sud-ouest pour partir à la recherche du convoi. Le Scharnhorst se retrouvait seul. Le Scharnhorst naviguait vers le nord. Bay ignorait qu'il allait à la rencontre des croiseurs de l'amiral Burnett. À 8h40, le Belfast repéra le Scharnhorst sur son radar. Une demi-heure plus tard, le croiseur était illuminé par les fusées éclairantes et pris sous le feu ennemi. Cette rencontre était un désastre pour le Scharnhorst. Comme il répliquait, un obus du croiseur Norfolk détruisit son radar avant. Il naviguait à présent à l'aveuglette. La rencontre n'avait pas duré longtemps. Après avoir subi la destruction de son radar, le Scharnhorst se dérouta vers le sud et augmenta sa vitesse, jusqu'à atteindre les 30 nœuds. Les croiseurs le poursuivirent un peu, mais revinrent en arrière pour protéger le convoi. Ils ne pouvaient pas espérer rivaliser avec le Scharnhorst sur une mer démontée, et deux d'entre eux avaient des ennuis de moteur. De plus, l'amiral Burnett avait déduit correctement, comme cela se confirma, que si le Scharnhorst avait mis le cap au sud, c'était pour préparer une attaque du convoi sous un autre angle. À midi, le Scharnhorst s'orienta de nouveau vers le nord en direction du convoi. Les radars de Burnett le localisèrent à une distance de 30 km. Burnett s'était maintenu entre le Scharnhorst et le convoi. La justesse de cette décision fut démontrée peu de temps après, quand la bataille se déroula à des distances variant de 6 à 10 km. Les deux adversaires eurent à souffrir de l'engagement. Les croiseurs touchèrent plusieurs fois le Scharnhorst, mais un de ses obus mis hors d'usage, le radar du Norfolk et un autre frappa de plein fouet sa tourelle arrière. Mais le score était toujours en faveur des croiseurs. Sans son radar, le Scharnhorst combattait comme s'il avait une main liée dans le dos. À 12h41, Bay rompit le combat et partit vers le sud à une vitesse de 28 nœuds. Il se dirigeait sans le savoir vers le Duke of York. Sur le pont du cuirassé se trouvait Vivian Cox. On the bridge of the Duke of York, from the reports from the Sheffield and the Belfast, we could judge almost exactly when we were going to make contact with the Scharnhorst. And we knew we had about an hour of awkward waiting before action was joined. And this was really the time when the Commander-in-Chief, Admiral Fraser, was simply dominating the whole ship. He wore no naval uniform as such. He just wore old trousers and a polo-necked shirt, a polo-neck sweater, and a rather battered admiral's hat. And with his pipe belching sparks and flame, he moved among us all, being extremely confident and quiet and delightful. Les heures d'attente de l'amiral Fraser se terminèrent à 16h17 quand le Duke of York établit le contact radar avec le Scharnhorst à une distance de 30 km. Une demi-heure plus tard, le croiseur était illuminé par les fusées éclairantes lancées par ses poursuivants. Les croiseurs de Burnett et le Duke of York ouvrirent le feu, ce dernier à une distance de 10 km. Le Scharnhorst fut touché avant de se dérouter vers le sud-est. Le Scharnhorst commença à riposter, tirant des bordées en zigzagant pour semer la confusion chez ses ennemis.
Comme le Duke of York fondait sur le Scharnhorst, Fraser ordonna à ses destroyers d'entamer une attaque de torpilles. 5 torpilles atteignirent leur cible. Le Scharnhorst allait être détruit sans pitié. Vers 19 h, la distance entre le Duke of York et le Scharnhorst se réduisait à 7 km. Le cuirassé britannique déversait bordée après bordée sur le croiseur allemand. Un des 3 moteurs du Scharnhorst fut mis hors d'usage, mais sa vitesse était toujours de 22 nœuds. À 18 h 30, le capitaine Ince avait envoyé un bref message sur les haut-parleurs. « On va s'en sortir ». Mais l'état du Scharnhorst, ses ponts dévastés, affirmait le contraire. Mais le Duke of York ne réussissait pas à donner le coup de grâce. La distance était à présent trop courte pour que le cuirassé britannique puisse lancer son feu plongeant au travers du blindage des ponts du Scharnhorst et toucher ses éléments essentiels. L'amiral Fraser voulait achever le géant blessé. Le Duke of York arrêta de tirer pour permettre au Jamaïca et au Belfast de donner le coup de grâce. À 19 h 26, les croiseurs se déplacèrent pour lancer une nouvelle attaque de torpilles sur le Scharnhorst, qui atteignait péniblement une vitesse de 12 nœuds. Le Belfast le toucha d'une distance de 5 km, puis se retira. Alors le Jamaïca tira, mais aucune de ses torpilles n'atteignit sa cible. Une fois de plus, c'était au tour de destroyer de lancer une nouvelle salve de torpilles au Scharnhorst, enveloppé de fumée. Le croiseur était dans ses derniers moments. Le capitaine Ince avait envoyé un message final au Führer. « Nous nous battrons jusqu'au dernier obus ». On donna l'ordre de fermer les cloisons étanches, ce qui précédait l'abandon d'un navire. Bien des années plus tard, l'amiral Fraser se souvenait des derniers moments du Scharnhorst. When we got up to her, I think within about half a mile, she was half over on her side. No, a quarter over, I say. And she was fires about, fires all over the place. And it was really very unpleasant having to go on shooting at her because we didn't know whether she'd surrendered or what she'd done. But we had to think her, unpleasant as it was. La fin du Scharnhorst survint rapidement. À 19 h 50, le Belfast se lança à la suite du Jamaïca dans une nouvelle attaque de torpilles. Mais comme le Belfast manœuvrait, le Scharnhorst décida de renoncer à la lutte. Le grand bâtiment coula par l'avant et roula sur tribord. Il y eut le son d'une énorme explosion et le Scharnhorst avait disparu. Sur près de 2000 officiers et hommes d'équipage, il n'y eut que 36 survivants. Le Scharnhorst avait toujours été considéré comme un bateau chanceux, mais la chance avait tourné. La Royal Navy jubilait. Un dragon sournois avait été abattu. Le dernier Léviathan, le Tirpitz, n'avait plus d'endroit où se cacher. Le 15 septembre 1944, des Lancaster de la RAF, armés de 6 tonnes de bombes, le chavirèrent et le coulèrent dans le fjord de Tromsø. Sa destruction sonna le glas de la flotte de surface de Dönitz. La force brutale avait détruit le Tirpitz, mais la chasse du Scharnhorst avait été rendue possible grâce à des techniciens experts assis dans de calmes bureaux loin des mers déchaînées de l'Arctique.
Les décrypteurs avaient joué un rôle essentiel dans la destruction du bateau chanceux, le Scharnhorst.